Bonjour à toutes et tous, bienvenue, ravi d'être avec vous aujourd'hui, bienvenue à l'ensemble des membres des conférences régionales et des conférences des financeurs du sport. C'est à vous que l'on s'adresse aujourd'hui. Merci de votre présence pour faire un bilan de ces conférences 3 ans après le décret d'application, presque jour pour jour, le 20 octobre 2020, qui a instauré ces conférences régionales et ces conférences des financeurs du sport. Bonjour à l'ensemble de nos invités sur le plateau. Frédéric Sanor est avec nous aujourd'hui pour l'Agence nationale du sport. Merci d'être là. Isabelle Leroy, présidente de la conférence régionale du sport des Pays de la Loire. Marie-Amélie Le Fur, en face de vous, présidente du comité paralympique et sportif français qui représente le mouvement sportif aujourd'hui. Et le mouvement économique, le monde économique, représenté par Virgile Caillet. Bonjour Virgile, délégué général de l'Union Sport et Cycle. On va tirer tous ensemble le bilan de ces 3 ans, comprendre ce qui fonctionne, où on en est, peut-être les petits points d'amélioration et les choses sur lesquelles on peut encore avancer tous ensemble. Et puis on vous partagera déjà des avancées avec des projets sportifs territoriaux déjà bien en place. La ministre des Sports, des Jeux Olympiques et Paralympiques sera avec nous un petit peu plus tard dans cette émission, Amélie Oudéa-Castéra qui sera en duplex tout à l'heure. Frédéric, on va débuter avec vous pour débuter ce bilan après 3 ans. Quel bilan peut faire l'Agence nationale du sport de ces conférences, l'agence qui, on le rappelle, qui accompagne la déclinaison territoriale de cette nouvelle gouvernance? Bonjour à toutes et à tous, merci Gaëlle. Eh bien effectivement c'est un moment important parce que après 3 ans de travail dans les territoires, en interaction entre les territoires et l'Agence nationale du sport bien sûr, eh bien on peut faire ce premier bilan sur le développement, le déploiement de toute cette architecture organisationnelle. Alors on a été dans cette première phase de forme, de comprendre l'objectif de la loi du 1er août 2019, du décret d'application du 20 octobre 2020, et puis aussi dans une période où on a rencontré des moments plus difficiles pour se réunir, pour préfigurer ces conférences. Et aujourd'hui, effectivement, après 3 ans, c'est 17 conférences régionales du sport qui sont installées. On en a encore de très prochaines qui doivent s'installer, notamment outre-mer. On a derrière ces conférences régionales du sport, et c'était bien l'objectif, de définir des diagnostics sportifs pour chaque territoire. C'est vraiment des mines d'informations qui ont été travaillées et qui sont aujourd'hui labellisés, tamponnés par l'ensemble des acteurs du territoire, ce qui était un élément très important d'avoir ce diagnostic qui soit partagé. Et aujourd'hui, tous ces diagnostics existent, ils sont disponibles. Qu'on soit dans la région Pays de la Loire, Madame la Présidente, ou dans la région PACA ou Aura, eh bien, on peut aller sur le site de l'Agence nationale du sport et regarder comment fonctionne ce mouvement sportif et le sport sur chaque territoire. Et derrière, à partir de ces diagnostics, eh bien, on a déjà 14 projets sportifs territoriaux, les fameux PST, qui là aussi, à partir de cette objectivation concrète du sport dans les territoires, posent les axes de développement. L'ambition, la stratégie pour le territoire. Et on sait que c'est vraiment important d'arriver au milieu d'une compétence du sport qui est partagée entre l'ensemble des collectivités, bien sûr, qui sont en dynamique première sur le développement du sport, et le niveau national, de réussir à trouver ces adéquations au niveau des politiques sportives. Et donc ces PST ont vraiment cet objectif-là, là aussi. C'est disponible sur le site de l'agence et on peut aller creuser, voir quelle est l'ambition des acteurs du sport sur le territoire. Alors bien sûr, on sait que dans ces conférences, tout le monde n'est pas autour de la table. Néanmoins, on a des chefs de file, des acteurs qui représentent les mairies, les métropoles, les agglomérations, les départements, les régions, le mouvement sportif, le monde économique, bien sûr les acteurs de l'État. Et ça, c'est très important pour passer dans la phase dans laquelle on est, à savoir les conférences des financeurs du sport. Aujourd'hui, on a 15 conférences des financeurs du sport qui sont installées ou qui, pour certaines, vont s'installer demain ou après-demain et qui permettent maintenant d'être dans le concret, à savoir c'est quoi les projets qu'on met en œuvre pour atteindre les axes stratégiques qu'on a définis au préalable. Donc on déroule la pelote de manière cohérente depuis plusieurs années et avec un investissement très très fort de l'ensemble des acteurs des conférences que je tiens vraiment à saluer, aussi avec l'appui des délégations régionales, académiques, jeunesse, engagement, sport, qui assurent le secrétariat général de ces conférences et je tiens vraiment là aussi à les en remercier. Donc du concret,
On est dans cette phase. Bien sûr, les financements territorialisés de l'Agence nationale du sport qui sont discutés dans ces conférences des financeurs. Et puis maintenant, les fameux projets emblématiques qu'on essaye de développer en lien avec chaque territoire pour pouvoir là aussi donner à voir ce que peut produire ces conférences, ces réunions, ces regroupements, ces assemblées qui discutent sur le fond et qui doivent mettre en place des actions concrètes pour servir le développement du sport au quotidien. Alors l'architecture est posée, hein, vous l'avez compris, et à la fin de cette année 2023, 100% des territoires auront leur conférence. Hein. Oui, à quelques exceptions près, notamment sur les territoires d'outre-mer, on aura vraiment un déploiement quasiment intégral de toute cette architecture. Donc ça, c'est vraiment nous, notre rôle au niveau de l'Agence nationale du sport, d'accompagner ce développement, comprendre les organisations, l'articulation entre les conférences régionales du sport et les conférences des financeurs, et puis ce fameux outil qui était identifié dans la loi et dans le décret, les conventions pluriannuelles d'orientation et de financement qui doivent aujourd'hui se mettre en œuvre, se matérialiser et surtout qui doivent concrétiser des engagements mutuels, des financements croisés. C'était quand même aussi un des enjeux. Il y a beaucoup de financeurs dans le sport. Alors c'est toujours mieux quand on a encore plus de moyens, mais c'est aussi bien quand on coordonne les financements entre territoires et entre le niveau territorial et national, et même si on veut aller plus loin, entre les politiques sportives territoriales et les politiques sportives fédérales, parce que là aussi on a des enjeux qui se recoupent, souvent des intentions et des ambitions communes, mais par contre on a des canaux différents. Et c'est tout l'enjeu de ces conférences, de se connaître, de dialoguer et de construire ensemble. Alors comme ça semble un peu angélique, mais dans la vraie vie, quand on rentre sur des dossiers très concrets, c'est là qu'on peut y trouver une opportunité. Et donc là encore, tous les gens aujourd'hui qui sont connectés, et vraiment je les en remercie, travaillent dans ce sens au quotidien et savent à quel point ça demande du temps, de l'engagement, mais on sait pourquoi on le fait et pourquoi on accompagne ce développement du sport. Merci beaucoup Frédéric Sanor. On vous rappelle toutes et tous qui nous regardez que vous pouvez au fil de cette émission poser des questions via le chat. On essaiera de répondre à la majorité d'entre elles au cours de cette émission, donc n'hésitez pas. On reparlera peut-être tout à l'heure, Frédéric, des projets emblématiques de l'année, avec notamment pas mal de projets qui concernent le parasport sur les territoires, et on en dira un mot avec Marie-Amélie. On va maintenant donner la parole aux différents acteurs de ces conférences. Acteurs locaux tout d'abord, et vous avez parlé de la Drages, Frédéric, il y a quelques instants. La déléguée régionale académique jeunesse, engagement et sport de Mayotte, la Drages qui assure, vous l'avez dit, le secrétariat général des conférences. On va écouter tout de suite Madeleine de la Perrière. Bonjour à tous, donc je suis Madeleine de la Perrière, je suis la Drages de Mayotte. Voilà, pour nous ça fait 1 an et demi que la CRDS est installée, c'est-à-dire qu'elle a été installée le 10 mars 2022. Et donc, qui a été suivi d'ailleurs de l'installation des différentes commissions. La première sur les sports de nature, la deuxième sur le développement du sport pour tous, la troisième sur le sport de haut niveau et la quatrième sur les équipements sportifs. Son président est le président du CROSS et il abrite la coordinatrice de la CRDS qui aide également à la fluidité des relations avec les différents membres et à l'organisation et à l'animation de ces commissions. Donc grâce à ces commissions qui ont vu aussi une implication assez forte de leur président et qui ont été également accompagnés du triptyque de la coordinatrice de l'ANS et de la Drages, nous disposons d'un diagnostic territorial, je crois, assez complet, et également d'un projet sportif territorial qui sera soumis ce 13 octobre à la plénière de la CRDS, qui sera également suivi par l'installation de la conférence des financeurs.
C'est également aussi à l'occasion de cette plénière que sera adopté définitivement le projet emblématique qui a déjà été approuvé par vote en ligne et qui donc portera sur la promotion des métiers du sport, qui est également un fort enjeu à Mayotte en termes d'encadrement et de qualité de l'encadrement. C'est un point auquel tiennent beaucoup les différents acteurs. Donc à ce stade, ce que je peux partager avec vous, c'est que cette instance est réellement utile dans le sens où je crois que des projections et des idées nouvelles, des visions nouvelles et peut-être des formes de libération de parole sans le prendre dans le terme où on l'entend le plus souvent aujourd'hui, mais en tout cas ont pu avoir lieu avec un nouvel apport. Une petite faiblesse néanmoins du côté du Collège du monde économique et social qui est encore insuffisamment impliqué et qui n'a peut-être pas encore pris la mesure du rôle qu'il peut avoir et du fait que voilà le sport définitivement doit être pris comme un enjeu sociétal. Voilà, peut-être qu'à la faveur de l'accueil des Jeux en 2024, cette dimension sera davantage prise en compte. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui et je vous souhaite d'excellents travaux. Et on remercie Madeleine Delaperrière pour Mayotte, avec demain, Frédéric, l'installation justement de la conférence des financeurs du côté de Mayotte. On l'a entendu, hein, c'est utile tout ça et il y a des nouvelles idées qui émergent et un nouveau moyen de discussion, notamment avant les Jeux de Paris 2024 l'année prochaine. Isabelle Leroy, je me tourne vers vous. Vous êtes donc présidente de la conférence régionale du sport Pays de la Loire, vice-présidente de cette région également. Une conférence qui a été installée très tôt, parmi les premières en janvier 2021. Dites-nous un petit peu comment vous avez travaillé depuis, sachant que chez vous, on travaillait déjà pas mal ensemble entre acteurs du sport. Absolument. D'abord, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, la question du sport et du partage de cette gouvernance, en tout cas autour du sport, elle est dans l'ADN finalement de la région, puisque dès 2006, il y a eu l'installation d'une conférence régionale consultative du sport. Et donc, évidemment, l'arrivée de cette nouvelle gouvernance n'a fait que conforter et confirmer cette modalité de gouvernance, avec un atout important, en tout cas que je trouve très important, c'est l'arrivée d'un nouvel acteur qui est celui du monde économique et social, qui de fait est autour de la table, à la fois à la conférence régionale du sport, mais aussi à la conférence des financeurs. Et je trouve que cette vision à 360 degrés de l'approche du sport est, me semble-t-il, très intéressante et très importante. Alors oui, effectivement, la conférence régionale du sport s'est installée très rapidement, puisqu'on avait déjà l'habitude de travailler ensemble. J'ai vu quand même un énorme avantage. D'abord, ça a été un véritable accélérateur et booster d'une dynamique autour du sport en région des Pays de la Loire. Je rappelle que la région des Pays de la Loire est la région la plus dynamique en sport, puisque c'est la région où il y a le plus grand nombre de licenciés en France, puisque c'est presque 1 million de licenciés, 10 000 clubs sportifs. Donc cette dynamique, elle existe déjà et cette gouvernance partagée était déjà à l'œuvre. Donc ça a été un vrai booster. Et puis ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'on s'est appuyé sur un diagnostic partagé. Et donc, on a mis énormément de temps et j'ai voulu qu'on mette du temps pour bien partager ce diagnostic à travers des travaux quantitatifs, mais aussi qualitatifs, à la fois une documentation très fournie, mais aussi beaucoup de groupes de travail décentralisés sur les territoires pour que vraiment il y ait une implication de tous les acteurs autour de cette nouvelle gouvernance partagée. Donc cette conférence s'est mise en place en janvier 2021 et puis très rapidement la conférence des financeurs de la même manière s'est mise en place très rapidement aussi. Et cette dynamique qui a été enclenchée, elle nous a permis aussi de travailler très rapidement sur le projet emblématique, puisque nous avons 2 concerts travaillé sur ce projet emblématique très rapidement et nous avons un projet emblématique ambitieux qui répond parfaitement aux critères de l'ANS, notamment un projet impactant, valorisant, fédérateur et notamment, si je peux en parler, de ce projet emblématique. Parlez-nous de ce concret qui arrive là dans les semaines, mois qui viennent aussi. Alors c'est un projet emblématique qui a plusieurs ambitions. D'abord évidemment la question de comment on continue à surfer
sur cette dynamique sportive en région Pays de la Loire, notamment pour emmener la pratique sportive au plus près des territoires. Nous avions un bus autour de la Coupe du Monde de rugby et en fait on transforme ce bus en bus des Jeux Olympiques et Paralympiques pour aller sillonner toute la région des Pays de la Loire, les 5 départements, et aller dans une itinérance au plus près des territoires, à la fois pour valoriser ce qui existe, mais aussi donner à voir ce qui pourrait exister ou ce qui pourrait être valorisé. Et donc ce bus est pour nous évidemment important. Et puis il y a la question du bénévolat qui a été aussi très repérée lorsqu'on a fait le diagnostic. J'ai envie de dire que je ne suis pas convaincue qu'il y ait une crise du bénévolat. Pour autant, le bénévolat change de visage. Et c'est comment on accompagne cette transformation du bénévolat. Nous avons fait un diagnostic en région Pays de la Loire sur la jeunesse et on a vu que finalement, pratiquement la moitié des jeunes Nigériens étaient engagés déjà dans des formes de bénévolat. Et c'est comment on transformait l'essai pour en faire des bénévoles de demain. Notamment. On a déjà des pistes là-dessus ? Absolument. Donc d'abord, il y a la question de la valorisation des bénévoles, la question aussi de comment on les implique le plus tôt possible, notamment avec un conseil des jeunes qui sera monté par le CROSS. Et puis, la région porte un dispositif qui s'appelle Bénévole Acteur, où on fait se rencontrer les lycéens, puisque c'est la compétence de la région, et les clubs sportifs ou les clubs les associations caritatives pour qu'il y ait du lien qui se fasse et qu'on travaille dans du circuit court, dans du maillage de territoire. Voilà un petit peu. Et puis évidemment la question de la place des femmes dans le bénévolat. Il y a une enquête qui est sortie il n'y a pas très longtemps sur le bénévolat sportif et on voit bien que la place des femmes est encore à travailler puisque la majorité des bénévoles dans le sport sont des hommes. Et donc, c'est important de retravailler la question de la place des femmes. Donc, voilà le projet emblématique de la région des Pays de la Loire. Merci beaucoup pour cette intervention. On va entendre un deuxième exemple dans quelques instants. Je voudrais juste une petite réaction de Virgile sur l'importance du monde économique. Là, on l'entend, hein. Ça a été quelque chose de nouveau et on le sent, ça a apporté peut-être un vent nouveau pour cette gouvernance. Alors, en toute humilité, parce que nous n'étions pas forcément très nombreux au sein des conférences régionales du sport, néanmoins, ça a probablement participé à décomplexer le débat. Ça a été aussi la confrontation des mondes, hein, on y reviendra probablement, avec parfois quelques difficultés à mobiliser les acteurs, mais c'est effectivement une novation qui a été soulignée d'ailleurs par le rapport de la Cour des comptes, hein, qui a souligné effectivement que dans cette nouvelle gouvernance et notamment la déclinaison territoriale, eh bien, il y avait un intérêt à ce que effectivement tous les acteurs qui participaient au financement et au développement des activités physiques et sportives eh bien, se retrouvent autour de la table. Allez, on va se tourner vers Noëlle Chenot. Noëlle Chenot qui est en duplex avec nous aujourd'hui. Elle est maire de Surzur, présidente de la conférence des financeurs du sport en Bretagne. Merci beaucoup de prendre quelques minutes, Noëlle, avec nous. Alors, vous faites partie quand même de ces élus qui, au départ, n'étaient pas forcément convaincus par cette gouvernance territoriale. On va parler de votre conférence des financeurs en Bretagne qui est née en mai dernier. Dites-nous peut-être le regard que vous portez aujourd'hui, Noëlle Chenot, sur cette gouvernance partagée. Bonjour à tous. Eh ben, en fait, on a beaucoup travaillé aussi pendant 2 ans. On n'était pas les premiers à se mettre en ordre de bataille, mais avec mon partenaire, président de la conférence régionale, Pierre Pouliquin, on a réussi à donner un peu une impulsion pour que effectivement tout le monde se mette autour de la table, les 4 collèges se réunissent et ça a fonctionné. Ça a tellement bien fonctionné qu'on a un PST, je pense, qui est vraiment de qualité aussi sur la Bretagne, qui prend en compte aussi la diversité de notre territoire, entre la partie nautisme, l'intérieur, etc. Et aujourd'hui, on est assez fiers, en fait, effectivement, de ce nouveau partenariat avec le monde économique. Moi aussi, je rejoins effectivement les Pays de la Loire, où c'est peut-être le collège qui a le plus de difficultés à prendre sa place. Mais avec le CROSS et tous les partenaires sportifs autour de la table, c'est hyper intéressant, j'avoue. Un petit mot justement avant de revenir sur la conférence des financeurs, peut-être sur ce PST. Vous me dites qu'il est bien avancé, qu'il est assez fort. Dites-nous un petit peu en quoi il consiste chez vous.
Alors nous, on a des thématiques assez fortes sur la différenciation justement de notre territoire. Il fallait forcément, si on ne fait pas de nautisme en Bretagne, on n'en fait nulle part. Donc il fallait absolument qu'on ait un point fort sur la partie nautique, natation. Ça, c'était une importance vitale. Et puis, il ne fallait surtout pas oublier le reste du territoire qui est très rural. Et donc, on a toute une émergence aussi sur le aller vers les territoires, aller vers l'intérieur, aller vers les lieux qui ne sont pas dans des métropoles et qui pourtant fonctionnent très bien parce qu'on a une grande chance en Bretagne, c'est qu'on a un tissu d'associations sportives exceptionnel. Avec ce tiers-lieu, hein, je crois, et un déploiement sur l'ensemble de la région en fonction des besoins des territoires. Et chez vous, un plan 5000 équipements, je crois, qui a été une bonne réussite. C'est ça. En fait, ce qui est une vraie réussite par rapport et qu'on peut saluer vraiment, il faut que ça dure, c'est la simplicité du fonctionnement du plan 5000 équipements. En fait, on voit bien, nous, à la conférence des financeurs, les petites communes, parce que voilà, moi, en tant que maire d'une commune de 5 habitants, je me considère dans les petites communes. On n'a pas une ingénierie forte et donc pour monter des projets, c'est toujours très complexe. Pour aller chercher les subventions, c'est toujours très complexe. Et comme l'indiquait Frédéric Sanor, en fait, effectivement, de pouvoir avoir un schéma unique et un plan bien détaillé, on peut y aller, on sait ce qu'il faut faire et on fait les choses. Et donc notre territoire arrive à effectivement faire émerger des projets sportifs assez facilement, très bien subventionnés et partout. Merci beaucoup Noël Chenot. Je pense que c'est toujours agréable à entendre quand les choses fonctionnent. Frédéric Sanor, sur ce plan équipement, 5000, pas 5000, 5200, c'est ça le chiffre? On a dépassé les 5200 il y a quelques jours. Donc je pense que la ministre pourra y revenir avec une ambition encore très forte sur les prochaines années. Donc, ça veut dire que ça marche et plus de 2500 collectivités qui en ont bénéficié. Donc ça veut dire qu'on sait trouver le chemin administratif, financier. Et là, on sait que les équipements vont sortir de terre maintenant, mois après mois, jusqu'au jeu. Et ça, c'est une grande satisfaction. Pour terminer, Noël Chenot, peut-être quand même de votre côté un petit point d'alerte que vous souhaitiez soulever ce matin. C'est ça. Exactement. En fait, en tant que président de la conférence des financeurs, on vient de se mettre en place. Donc, il faut absolument qu'on avance sur le sujet. Mais on a un gros besoin de territorialiser les choses. Donc, nos 4 départements vont se mettre en ordre de bataille aussi pour réunir les 4 collèges et faire par secteur leur propre petite conférence et tout faire remonter au niveau de la région. Mais une petite alerte au niveau des prises de décision. On sait bien que c'est l'argent de l'État qui nous est donné en responsabilité, mais on est 4 collèges autour de la table et on voudrait qu'on nous fasse confiance et que ça ne descende pas uniquement de la préfecture en fait. On s'est rendu compte de ça à la deuxième conférence des financeurs où au moment de prioriser les subventions, en fait, les préfectures avaient déjà donné leurs priorités. Et voilà, c'est un peu compliqué de se positionner. Et donc, il est évident qu'on n'est pas là pour faire juste bonne figure. On veut travailler de concert. Les 4 collèges veulent travailler ensemble. Et il faut qu'on nous laisse la main, en fait, derrière. Et dans les 4 collèges, il y a l'État. Donc l'État aura toujours son partage d'avis. Mais voilà, il ne faut pas que ça soit descendant, sinon ça ne fonctionnera pas en fait. Merci beaucoup Noël Chenot. Et je vais demander peut-être une petite réaction à Frédéric sur ce point. Oui, merci déjà pour la remarque, parce que c'est quand même l'état d'esprit qui est le nôtre de pointer du doigt, d'identifier les points de problématique ou d'amélioration et les points de vigilance. Et on le voit bien, ça fait maintenant presque 5 ans que l'Agence nationale du sport existe. Et donc cette notion de gouvernance partagée, il faut l'entretenir.
il faut la faire vivre, il faut l'animer. Alors on le fait au niveau national à travers des commissions, ça doit vivre au niveau territorial à travers les conférences, mais d'où l'intérêt aussi d'avoir un diagnostic et un PST bien ficelés, parce qu'à partir de là, quand les projets effectivement s'inscrivent dans cette nécessité de développement du sport territorial, normalement tous les acteurs doivent pouvoir se retrouver, et ce sera aussi d'autant plus fort que demain, si on se retrouve autour d'un même projet avec des cofinanceurs, il n'y aura plus que l'argent de l'agence et donc de l'État, mais l'argent, entre guillemets, les moyens de l'ensemble des cofinanceurs. Et là, de fait, ça prend une autre dimension et ça permet aussi sûrement d'accompagner plus de projets, de les accompagner plus vite et d'accélérer la dynamique. Après, un élément qu'il faut avoir en tête, il est purement administratif, c'est que le préfet de région au niveau territorial est l'ordonnateur secondaire, donc c'est lui qui peut engager les dépenses pour le compte de l'agence au niveau territorial. Et ça restera un fait administratif acté par la loi et par décret, mais néanmoins dans l'animation, bien sûr, il faut que les conférences des financeurs aient toute leur place dans les décisions au niveau territorial. Merci pour cette réponse. On a parlé des Pays de la Loire, on a parlé de la Bretagne. Eh bien, on va regarder un petit peu ce qui se passe du côté de la Nouvelle-Aquitaine avec un exemple concret de projet emblématique lancé dans cette région avec la conférence des financeurs. Regardez. Présentation de la conférence des financeurs. La conférence des financeurs émet des avis sur le financement des projets sportifs dans le cadre des priorités énoncées par le projet sportif territorial. Ces projets donnent lieu à la conclusion de contrats pluriannuels actant les contributions des différents cofinanceurs. Les objectifs sont de partager une lecture commune de ce que sont les conférences des financeurs du sport, de valider une feuille de route afin de définir les modalités de fonctionnement de la conférence des financeurs du sport et de mettre tout cela en accord avec les orientations du projet sportif territorial. Le projet sportif territorial a une durée de 5 ans maximum. Il repose sur un bilan de l'offre sportive existante sur le territoire régional, mais également sur un programme comportant des mesures et des actions en vue des objectifs précités. Enfin, sur un suivi et sur l'évaluation du programme d'action. 5 commissions thématiques ont œuvré à l'écriture et à l'élaboration du projet sportif territorial. La commission pratique sportive des jeunes, la commission sport de haut niveau, la commission sport santé, la commission bénévolat et la commission innovation. 3 cofinanceurs sont nécessaires à la présentation de projets à la conférence des financeurs du sport. Les missions de la conférence des financeurs sont diverses. Tout d'abord, réceptionner des projets d'investissement et de fonctionnement présentés par des porteurs de projets. Définir des seuils de financement pour l'examen des projets d'investissement et de fonctionnement. Émettre un avis relatif à la conformité des projets en lien avec les orientations du projet sportif territorial. Établir des contrats pluriannuels d'orientation et de financement. La conférence des financeurs doit instaurer des commissions techniques d'examen afin d'émettre des avis sur les dossiers reçus. Lorsque l'avis est favorable, le dossier est présenté à la conférence des financeurs du sport. Celle-ci identifie les ressources humaines, financières et matérielles nécessaires à la réalisation du projet. C'était l'exemple des Hauts-de-France et j'en suis désolée, la Nouvelle-Aquitaine, c'est pour maintenant avec notamment un focus sur le sport en entreprise. Regardez.
Voilà cet exemple de la Nouvelle-Aquitaine avec le sport en entreprise, notamment au cœur de ces projets. On en parlera avec Virgile dans quelques instants. On va donner la parole à Marie-Amélie Le Fur, qu'on n'a pas entendu encore. Marie-Amélie, vous représentez le mouvement sportif et plus particulièrement le parasport. Comment vous travaillez tout d'abord avec l'agence ? Donc déjà bonjour à toutes et à tous. Donc nous il faut savoir qu'on travaille très bien avec l'Agence nationale du sport. Depuis 3 ans on a vu effectivement considérablement la question de la thématique des parasports être pris à bras le corps par l'ensemble des secteurs et des acteurs de l'Agence nationale du sport et qui se ressent très concrètement dans les projets. Déjà dans les projets qui sont menés à l'échelle nationale puisque a été considérablement augmenté le taux d'activation, on va le dire comme ça, de l'enveloppe accessibilité puisqu'avec les équipes de Frédéric, on a retravaillé le périmètre pour qu'il soit pertinent pour les acteurs. On a aussi retravaillé la valorisation de ces enveloppes pour que les acteurs du territoire puissent s'en emparer. On a aussi fait un très grand travail sur la question de la professionnalisation du mouvement parasportif et c'était important pour l'ensemble des fédérations qui s'engageaient dans cette dynamique, notamment au travers de l'obtention de la délégation, de pouvoir avoir de l'emploi, que ce soit au niveau national mais aussi au niveau territorial. Donc voilà, donc c'est vraiment un travail de concert pour faire en sorte que à la fois dans les dispositifs de droit commun de l'agence, cette question de la spécificité du parasport se soit pris en compte et qu'on puisse avoir des critères d'éligibilité ou de priorisation qui sont en lien avec ce public, mais aussi avoir la présence d'esprit de se dire que parfois il faut encore déclencher des dispositifs spécifiques pour répondre aux besoins de ce public en situation de handicap. Alors cette gouvernance territoriale partagée concrètement au plus près du terrain et des clubs justement dont vous parlez, ça a changé quoi vraiment ? Alors, ça a été cité tout à l'heure, il y avait déjà des préfigurations, on va le dire comme ça, à des gouvernances partagées. C'était le cas en Pays de la Loire, c'était le cas par exemple dans le Grand Est. Mais finalement, le mouvement paralympique, dans sa grande composante, était souvent absent de cette gouvernance parce que peu visible, parce que mal identifié. Et donc, ça a été une des premières avancées, c'est au sein des conférences régionales du sport et des conférences régionales des financeurs, de pouvoir avoir une voix qui est celle du mouvement paralympique dans sa globalité. C'est-à-dire que le représentant va porter l'ensemble des besoins des membres, des 45 membres du comité paralympique. Donc ça a permis d'avoir une bonne identification des besoins. Moi, je tiens vraiment à saluer l'ensemble du travail des conférences régionales du sport qui se sont nourries de l'état des lieux qui a été porté par nos référents paralympiques en territoire et donc de se nourrir de cet état des lieux, de la pratique parasportive, des bonnes pratiques déjà existantes pour venir alimenter les projets sportifs territoriaux. Pas cacher peut-être une difficulté qui est la nôtre, qui est de trouver dans les conférences régionales du sport en Outre-mer le représentant parce que le mouvement parasportif est moins structuré sur ces territoires. Donc c'est aussi un axe d'amélioration concernant l'animation du comité paralympique pour aussi répondre aux besoins de l'agence sur ces territoires. Voilà, donc une meilleure prise en compte de nos besoins, de nos sujets. Et après, ce qu'on a pu remarquer, c'est aussi qu'il y a eu vraiment des disparités de la façon de s'emparer de la thématique parasportive. Chaque conférence régionale du sport l'a fait très différemment. Et moi, je tenais à souligner un exemple qui est celui de l'exemple du Pays de la Loire qui a souhaité créer en fait une commission thématique parasportive qui vient en fait alimenter de façon spécifique toutes les autres commissions pour vraiment que cette thématique du parasport, dans sa singularité, elle puisse être présente. Voilà, elle infuse partout. Et ça se retrouve dans les projets sportifs territoriaux. Après, moi, je pense qu'on peut aller encore plus loin parce que c'est vraiment ça l'idée de ces conférences régionales du sport, c'est d'utiliser l'intelligence collective pour faire preuve d'innovation. Innovation à profit du mouvement parasportif. Là, concernant le thème parasportif, on se rend compte qu'il y a eu une prise de conscience. Maintenant, il faut vraiment que l'intelligence collective nous permette d'aller plus loin, de challenger nos habitudes pour vraiment développer des nouveaux projets encore plus innovants que ce que nous pouvons faire actuellement. Voilà, le parasport dans le projet emblématique de la région Pays de la Loire. Virgile Caillet, ce monde économique qui est donc partie prenante de ces conférences régionales du sport. Quand on parle de monde économique, on parle des entreprises, évidemment. Après 3 ans à travailler ensemble, ça se passe comment? On en est où et quel est le ressenti justement du monde économique? Alors c'est intéressant parce que c'est le nouvel acteur et effectivement ça a été dit plus ou moins clairement, mais on attendait peut-être plus ou autre chose
chose du monde économique. Donc il va falloir rapprocher les deux mondes. C'est déjà une très bonne chose que le monde économique se retrouve au sein des conférences régionales du sport. C'est dans la logique de cette nouvelle gouvernance. Ça se passe au niveau national avec l'agence du sport, ça se passe très bien, même s'il y a eu au début quelques réglages, quelques calages, mais aujourd'hui, objectivement, cette nouvelle gouvernance fonctionne indiscutablement et il s'agit maintenant de pouvoir la décliner efficacement sur les territoires. Alors peut-être rappeler un peu le contexte, puisque on l'a déjà dit, mais cette innovation, c'était de faire en sorte que 3 parties prenantes qui discutaient quand même régulièrement déjà entre elles, le mouvement sportif, les collectivités et l'État, eh bien accueillent 2 nouveaux acteurs qui ne fonctionnent pas forcément sur les mêmes modèles, donc ces entreprises, ces acteurs économiques, avec peut-être au départ un regard un peu biaisé, parce qu'on imaginait, lorsqu'on parlait entreprise, immédiatement financement, dollars, sponsoring, etc. Il ne faut pas perdre de vue que les entreprises, depuis déjà des dizaines d'années, participent au financement et au développement du sport en France. Pour l'Union Sport et Cycle que je représente, c'est plus de 600 millions d'euros par an, chaque année, pour accompagner le mouvement sportif au travers de toutes les entreprises qui composent ce syndicat. Donc en fait, les entreprises ne venaient pas forcément spontanément, immédiatement, pour financer quelque chose, mais en tout cas pour apporter un regard différent, une méthodologie peut-être différente pour challenger des positions qui étaient établies peut-être de manière un peu habituelle. Donc c'était aussi ça l'intérêt d'accueillir les entreprises au sein de ces conférences régionales, avec un modèle qui se calquait sur le modèle national, à savoir donc les 5 membres fondateurs qui sont présents dans ce collège économique et social, puisqu'on retrouve aussi d'autres acteurs aux côtés du monde économique, les 3 interpros et puis des syndicats sectoriels comme l'USC, comme l'Union Sport et Cycle. Nous, on a privilégié plutôt des dirigeants d'entreprise sur 2 thématiques qu'on retrouve quasiment systématiquement sur toutes les conférences régionales, la thématique équipement et la thématique développement des pratiques qui sont sur l'ensemble des conférences. Mais avec une difficulté. C'est pour ça que je perçois un peu les petites critiques légitimes qu'on pourrait avoir envers le monde économique. C'est la difficulté de la disponibilité des dirigeants d'entreprise. Et on est sur un système qui certes reconnaît le monde de l'entreprise, et ça c'est une excellente chose. Ça permet d'engager un nouveau dialogue, d'avoir une variété de personnes autour de la table, mais en revanche se pose la question de l'agilité de ces structures et puis des textes réglementaires et administratifs qui font que finalement seules les personnes désignées peuvent siéger, et ce n'est pas toujours évident d'avoir une disponibilité de ce type-là pour un dirigeant d'entreprise et venir sur des réunions de 4 heures, de 5 heures régulièrement, etc. Donc on a un problème d'adaptation, d'agilité entre la disponibilité de ces dirigeants d'entreprise et puis l'organisation même des conférences régionales. C'est peut-être une question qui viendra après sur les points d'amélioration, mais en tout cas, ce sujet de l'agilité et de l'ouverture de ces conférences régionales à plus de diversité de dirigeants d'entreprise, je pense que c'est un point qui mériterait d'être abordé. On doit quand même dire que le monde économique est représenté dans toutes les vice-présidences des conférences régionales et conférences des financeurs et préside la conférence des financeurs d'Île-de-France. Oui, effectivement, non, mais c'est clairement des avancées, indiscutablement. Alors, vous imaginez bien qu'au départ, c'était 2 mondes qui ne se connaissaient pas forcément dans les modalités de fonctionnement. On est sur la dimension un peu entrepreneuriale, où il faut prendre des décisions rapidement, où les circuits sont courts, où il y a la culture de l'euro investi, et puis en face, la nécessité d'avoir des échanges beaucoup plus nourris, beaucoup plus longs, qui nécessitent d'harmoniser les positions. J'entendais tout à l'heure Madame la Présidente rappeler qu'il a fallu beaucoup de temps pour définir ce projet territorial. Donc voilà, c'est des cultures qui doivent s'apprivoiser, si j'ose dire, pour tirer le meilleur d'entre elles. Mais il est indiscutable qu'on n'est pas arrivé encore à l'absolue efficacité de ce qu'on peut faire ensemble, c'est sûr. À
Allez, on en reparlera dans quelques minutes. Madame la ministre des Sports, des Jeux Olympiques et Paralympiques est en direct avec nous, en duplex, Amélie Oudéa-Castéra. Merci beaucoup d'être avec nous pour ce bilan, 3 ans après le début de ces conférences régionales du sport, conférences des financeurs. Alors, tout simplement, quel est votre bilan, à vous, de cette mise en œuvre de ces conférences? Bonjour à tous. Ça me fait évidemment très plaisir de participer à votre réunion ce matin, d'avoir cette opportunité de saluer tous les membres des conférences régionales du sport et puis les responsables des structures fêtières de notre sport. Vous savez que moi, je suis extrêmement attachée à ce format collégial pour le sport français. J'ai coutume de dire qu'il faut qu'on arrive à vraiment inscrire le sport au cœur de la société. Pour y arriver, il faut vraiment qu'il y ait toutes les composantes qui soient réunies. Bien évidemment, le mouvement sportif, dans sa double composante avec le CNOSF et le CPSF, et j'écoutais Marie-Amélie juste avant, mais aussi, bien entendu, les collectivités locales, dont on sait à quel point elles sont évidemment au cœur de notre agenda sportif, historiquement les premiers financeurs du sport en France et en prise directe avec les attentes de terrain, toute la maïeutique qui prend dans les territoires, c'est grâce à leur action. Et puis le monde économique, Virgile évoquait cela il y a quelques minutes, qui est là aussi absolument essentiel. On voit la force de frappe que peut apporter le monde économique, qui lui-même est en prise avec toutes ces problématiques sociales, sociétales, de services, de solutions sur tous les champs de la société. Et donc pour l'État, la dernière des parties prenantes, partager cette gouvernance avec ces 3 grandes structures, ces 3 grandes verticale, c'est absolument essentiel. Moi, vous savez à quel point j'ai attaché d'importance à la question de la qualité de notre gouvernance. En fait, quand je suis arrivée, j'étais hyper marquée par le fait que pendant des mois, y compris pendant la campagne qui avait marqué l'accès au deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron, tout le monde, et je sais pas, j'ai peut-être fait 200, 250 rendez-vous avec vous tous sur le terrain, partout en France, dans les cafés, les restaurants, sur des petits coins de table. Systématiquement, on me parlait de la confusion dans les rôles et les responsabilités et les ambiguïtés, et on me disait à quel point cette dynamique qu'on avait essayé d'impulser avec l'agence, dont tout le monde se disait que c'était une bonne idée, en fait, elle n'avait pas encore pris dans les territoires. Et c'est pourquoi, 2 mois après mon arrivée, dès le 18 juillet, quand j'ai fait ce séminaire en 2022 à l'INSEP, c'était vraiment pour essayer de contribuer à mon niveau à ce coup d'accélérateur de la mise en place des conférences régionales du sport. Et on savait que c'était attendu par la Cour des comptes, on savait que c'était attendu par l'ensemble des exécutifs régionaux, on savait que c'était attendu par le monde du sport, et il fallait qu'on avance. Et du coup, je pense qu'on a fait un bon travail, tous ensemble, pour mettre ce coup d'accélérateur. D'abord en se partageant dès le lendemain de ce séminaire du 18 juillet 2022, un certain nombre de bonnes pratiques qui ont fait l'objet d'un document qui a été diffusé par l'agence sur, mais alors, les conférences régionales du sport, c'est plutôt quel type de composition, quels sont les écueils dans lesquels ne pas tomber avec peut-être trop de monde autour de la table, quelle peut être un petit peu la cible en termes de fréquence à donner à ces réunions pour qu'elles soient pas invasives dans le quotidien déjà bien nourri de l'ensemble des acteurs que j'évoquais, mais qu'en même temps, il y a un suivi suffisant. Comment on peut structurer en commission, parfois en sous-commission. Donc je pense que là, avec Frédéric Sanor et ses équipes, il y a vraiment un bon travail qui a été fait pour essayer de cadrer la mise en place des conférences régionales du sport. Le deuxième élément que je retiens, c'est qu'on a aussi beaucoup travaillé ensemble sur la priorisation des sujets. On se souvient que dans le Code du sport, suite à la loi du 2 mars 2022,
il y avait eu au fond un peu une sorte d'inflation sur la quantité de sujets à traiter, que nos conférences régionales peuvent en traiter jusqu'à 13. Et en même temps, on s'est tous dit, mais si on en traite 13, on ne va pas les traiter bien. Et du coup, la volonté qu'on a eue tous ensemble de faire émerger, c'était un peu mes mots lors du séminaire du 18 juillet, ces projets emblématiques, de se dire ce 1 + 1 = 3 qui justifie l'existence de ces conférences régionales du sport, cette idée qu'elles doivent nous permettre de faire plus que les seuls départements auraient fait, ou ce que les communes seules auraient pu faire, ou les intercos, ce que les régions avec leur force de frappe auraient pu se permettre de faire elles aussi. Ben là, en fait, en mettant en synergie dans les territoires l'ensemble des acteurs, qu'est-ce qu'on peut faire émerger qu'on n'aurait pas réussi à faire émerger autrement? Et je pense que cette vision-là, elle est aujourd'hui vraiment au cœur de ce qu'on essaie de construire ensemble. Marie-Amélie l'évoquait il y a un instant en mentionnant, par exemple, dans les Pays de Loire, ce qui est fait en matière de parasport. Mais je crois qu'on a besoin là-dessus de continuer à monter en puissance. On en a maintenant une petite vingtaine de ces projets emblématiques à travers les territoires. Il y en a 5 qui sont déjà crantés. Je pense à ce qui se fait en Occitanie avec le club des organisateurs d'événements sportifs qui a été mis en place. Je pense à ce qui est fait en Centre-Val de Loire autour des gymnases itinérants. Je pense à ce qui est fait aussi en Nouvelle-Aquitaine autour du comptoir sport-entreprise, de tiers-lieux pour essayer d'incuber des acteurs engagés sur les thématiques de l'inclusion ou de la santé par le sport. C'est clairement des très bonnes premières pratiques. Et là, j'ai en tête que l'agence a une quinzaine de propositions supplémentaires qui pourraient bénéficier de notre fonds d'amorçage. C'était un peu l'autre élément que je voulais absolument impulser de mon côté, les projets emblématiques, et de se dire quand il y en a un qui commence à sortir de terre, quand il y a une vraie dynamique des acteurs locaux pour le faire émerger, essayons de le soutenir pour essayer de lui donner ce petit coup de boost financier et qu'il puisse sortir de terre plus rapidement. Donc vous avez en tête les 2 millions, un peu plus de 2 millions, 2 millions 100 qui ont été mobilisés par l'agence là-dessus en 2023. C'est d'ailleurs une enveloppe qu'on va reconduire sur 2024, cette idée de pouvoir abonder ces projets emblématiques. Et donc mon message, c'est vraiment de continuer dans ce registre-là. On a aujourd'hui quasiment tous nos projets sportifs territoriaux qui sont adoptés. On en a en tout cas 14 qui le sont, 12 dans l'Hexagone, 2 outre-mer. Je sais qu'il y a celui de Mayotte qui le sera prochainement. On n'en avait que 2 en juillet 2022. Et ça, pour moi, ça veut dire que la vision dans les territoires des enjeux, de qu'est-ce qui est essentiel de réussir dans telle ou telle région, elle s'est cristallisée. Donc bâtissons maintenant là-dessus pour faire émerger ces projets emblématiques qui, encore une fois, peuvent bénéficier de ce fonds d'amorçage. Je voulais peut-être aussi rappeler, vous l'avez sans doute fait, mais c'est utile, je pense, de se redire qu'on a maintenant quasiment toutes nos CRDS qui sont installées et qu'on a pas moins de 15 conférences des financeurs qui sont installées, là aussi contre 2 en juillet 2022. 2 versus 15, 2 versus 14 pour les projets sportifs territoriaux. On peut mesurer, là, en un peu plus d'1 an, l'accélération énorme qui a eu lieu. Et maintenant, mon message, c'est de se dire que, bien sûr, on veut parachever tout ça. On a encore un petit peu de travail pour la Corse, où les textes sont dans les circuits de validation. Encore un petit peu d'élan avec l'installation des instances à venir, avec l'échéance que j'évoquais à Mayotte, mais qui va pouvoir aussi être installée, je crois, dès demain au niveau de la conférence régionale du sport. Et maintenant, la dynamique des projets emblématiques, la dynamique des CPOF qui doit s'amplifier et commencer à donner des résultats vraiment tangibles.
Merci beaucoup pour ce bilan. Madame la Ministre, un mot peut-être sur les projets d'équipement avec les conférences des financeurs. Alors on a connu ces dernières années des plans d'investissement de l'État pour les équipements qui ont été un succès. On en a parlé au début de cette émission. Quelle visibilité vous pourriez nous donner sur le soutien de l'État quant aux équipements pour les années à venir, l'après-plan 5000 équipements? Oui, déjà peut-être rappeler à quel point ce plan 5000 équipements de proximité qu'on avait lancé, je m'en souviens, en octobre 2021 avec le président de la République, est un succès qui est, je crois, vraiment unanimement salué. On a pu financer près de 70 types d'équipements différents. On sait que les plateaux multisports sont toujours l'équipement le plus financé. Il y en a à peu près 1000 à ce jour. Il y a aussi beaucoup d'espaces de fitness, beaucoup de terrains de basket 3-3, beaucoup de tables de tennis de table, des pump tracks, des terrains de padel, des terrains de foot à 5. On a comme ça une diversité d'équipements qui est, je pense, vraiment à saluer. Et le fait qu'on ait vraiment réussi à engager la totalité de l'enveloppe en un temps record, en 2 ans versus 3, c'est quelque chose d'assez extraordinaire puisqu'on arrivera sur les exercices 2022 et 2023 à l'utilisation pleine et entière des 200 millions d'euros qui nous avaient été alloués là-dessus. Donc un grand coup de chapeau à l'agence, un grand coup de chapeau aux Drages qui ont pu vraiment animer cette logique-là dans les territoires, un grand coup de chapeau aux fédérations qui ont été aussi au rendez-vous pour faire émerger des projets et plus globalement donc à cette dynamique territoriale. Là, je pense qu'on a été super au rendez-vous et pour moi, ça a été pouvoir faire valoir la réussite de ce plan. Ça a été un élément décisif dans l'arbitrage que je suis allée chercher pour le prochain plan que j'ai donc le plaisir d'annoncer, de confirmer dans son principe, qui est un plan qui va s'appeler 5000 terrains, génération 2024, qui va être cette fois doté non pas de 200 millions d'euros, mais de 300 millions d'euros, 100 millions par an sur les exercices 24, 25 et 26. J'aurai l'occasion de confirmer tout ça dans le cadre des discussions sur le projet de loi de finances avec mes auditions au Sénat et à l'Assemblée à la fin du mois d'octobre. Mais c'est vraiment formidable. On va avoir 3 têtes de chapitre dans le déploiement de ce plan Génération 2024. D'abord, la continuation de l'effort sur les terrains de proximité. On en aura 3000. La décision qu'on a prise d'avoir aussi un effort sur les équipements structurants, où on aura de l'ordre de 500 équipements structurants qu'on pourra soutenir à hauteur de 300 000 euros chacun. C'est un investissement de 150 millions d'euros qui est vraiment très très important. Les équipements de proximité, on est toujours sur l'épure d'à peu près 40 000 euros pour chacun des projets, ce qui nous fait une enveloppe de 120 millions. Et le delta, j'ai évoqué les 150 millions sur les équipements structurants, les 120 millions sur les équipements de proximité, eh bien il nous reste 30 millions qu'on va investir en faveur des cours d'école actives, de leur rénovation, du design actif, pour essayer vraiment de promouvoir au cœur de l'école de la République des terrains, des espaces de jeu, des espaces de partage qui soient les plus incitatifs possibles au sport, à l'activité physique et sportive. C'est totalement raccord avec la priorité qu'on donne au déploiement des 30 minutes d'activité physique et sportive et à cette volonté, moi je dis souvent que c'est la mère des batailles, vraiment de promouvoir le sport à l'école. Et d'ailleurs, ce plan nouveau qui s'appelle Génération 2024, le mot n'a pas été choisi au hasard. On veut vraiment sécuriser, que ce soit pour les équipements structurants, que ce soit pour les équipements de proximité et bien entendu pour les cours d'école active, que ça puisse bénéficier massivement à nos publics scolaires. Donc ça, je pense que c'est une nouvelle extraordinaire pour le sport français, ce nouveau plan d'équipement, cette visibilité en plus que ça nous donne sur le moyen et le long terme. Je sais qu'on a parfois l'angoisse d'être un peu abandonné au lendemain des Jeux, ce ne sera pas du tout le cas, on le voit avec ce plan sur les équipements. Et au global, c'est évidemment pour moi l'occasion de mettre en valeur que depuis 2017, si je mets tout bout à bout,
l'argent investi par l'État à travers l'agence et ce que l'agence a poussé sur les équipements structurants, le plan sur les 5000 équipements de proximité et maintenant ce plan Génération 2024, c'est plus d'1 milliard d'euros qui aura été investi par l'État en faveur des équipements sportifs. Martelons-le ça tous ensemble, c'est considérable. 1 milliard d'euros d'investis par l'État en faveur des équipements sportifs si on met l'ensemble bout à bout depuis 2017. Et je sais qu'il y a encore parfois un peu des comparaisons qui se font avec l'époque du CNDS. Ayez en tête que sur la tranche 2021-2023, ce que l'agence, grâce au fonds mobilisé par l'État et par son ingénierie territoriale, on aura investi l'équivalent de 10 ans de CNDS sur 3 exercices. Et tout ça, ça ne tient même pas compte des dispositifs qui sont portés par l'État sur la rénovation énergétique avec le fonds vert, dont vous savez qu'on a écrit avec le préfet Cadeau pour qu'il soit le plus massivement possible utilisé à travers les départements, les régions, en faveur de la rénovation thermique des équipements sportifs et qu'on a déjà près de 50 millions d'euros sur l'enveloppe du fonds vert qui a pu bénéficier à des projets sportifs. Donc là aussi, c'est vraiment absolument formidable. Madame la ministre, je reviens vers vous dans quelques instants. Je voudrais juste une réaction sur le plateau d'Isabelle Leroy. Vous avez parlé des cours d'école actives, donc pour les plus petits, de ces 30 minutes d'activité physique et sportive. Isabelle Leroy, chez vous, en Pays de la Loire, eh bien, ça se passe aussi dans les lycées. On s'intéresse aux plus grands sur cette question. Absolument, Madame la ministre. Bonjour. Oui, effectivement, vous dire que dans le projet emblématique porté par la région des Pays de la Loire, qui est l'émanation de la conférence régionale du sport, nous avons, pour maintenir la dynamique sportive du territoire, voulu aller encore plus loin et proposer une expérimentation aux établissements scolaires, les lycées, dont nous avons la compétence, d'expérimenter les 30 minutes d'activité physique quotidienne dans les établissements scolaires par et pour les lycéens. Et donc aujourd'hui, on a une dizaine d'établissements qui ont répondu favorablement et je me réjouis de cela parce que la question de la pratique sportive, elle est évidemment très importante pour les très jeunes, mais elle est aussi très importante pour les adolescents et particulièrement les lycéens. On sait qu'il y a un vrai décrochage à ce moment-là et particulièrement accéléré avec la crise sanitaire. Et vraiment, on se réjouit de cette dynamique qui s'enclenche dans nos établissements scolaires et dans les lycées de la région des Pays de la Loire. Voilà, merci beaucoup pour cette précision. Et moi, je préciserai une dernière chose sur les images que vous avez vues lorsque Madame la ministre parlait. Il s'agissait du skatepark de Carpentras, un équipement rénové et même construit, parce qu'on l'a vu, grâce à ce plan. On va parler un petit peu, Madame la ministre, des Jeux Olympiques et Paralympiques qui approchent. 287 pour les JO, 320 pour les Jeux Paralympiques. Marie-Amélie, avec un sport qui sera grande cause nationale l'année prochaine. Concrètement, sur le terrain, ça signifie quoi? Qu'est-ce que vous attendez, vous, des acteurs de terrain qui sont représentés et qui nous écoutent aujourd'hui? Peut-être le point que j'ai vraiment envie de rementionner, c'est que notre aventure olympique et paralympique, elle mobilise comme jamais avant l'ensemble d'un pays. Ce sont les Jeux les plus décentralisés de l'histoire. Et ça, je voudrais vraiment insister là-dessus. On a 73 collectivités hôtes. Il y a bien sûr Tiupo avec cette vague pour le surf extraordinaire à plus de 18 000 km de Paris. Le rayon couvert, la mobilisation à travers tous nos territoires des collectivités, y compris sur le sujet des sites de compétition, elle est vraiment à saluer et à marteler tous ensemble. Je pense que l'autre élément, c'est ce qui va se passer avec le relais. Là aussi, une mobilisation très forte des territoires que je veux vraiment saluer, les 64 territoires qui sont mobilisés, les 400 villes qui vont être traversées, et tout ça qui fait écho à ce qui a été construit depuis des mois avec maintenant près de 4000 collectivités terres de jeu dans lesquelles 70% des Français vivent. On sait qu'on a besoin de continuer à renforcer l'élan qu'il y a derrière ce label terre de jeu, mais c'est déjà formidable de savoir qu'on a planté toutes ces graines de la même façon qu'à travers les territoires, il y a de très nombreux centres de préparation aux Jeux avec les collectivités
qui ont levé le doigt pour recevoir des délégations d'athlètes. Aujourd'hui, avec la DIGES, on les aide à bien faire connaître leurs infrastructures, leurs capacités d'accueil, et on sent vraiment que de très nombreuses collectivités ont pris cet élan d'être au cœur de notre aventure olympique et paralympique. On va découvrir dans quelques semaines le relais de la flamme paralympique, qui va être aussi un moment important pour mobiliser les territoires. Mais ce socle est vraiment, je pense, une immense force de la manière dont on organise et on anticipe les Jeux olympiques et paralympiques. Et puis, vous l'avez dit, Gaëlle, il y a la grande cause. La grande cause, ça va être pour la première fois le sport, grande cause dans notre pays. Et ça nous donne des moyens supplémentaires qui sont inscrits dans le PLF pour 2024 pour soutenir des projets dans les territoires, des associations, des clubs amateurs qui font tout ce qu'ils peuvent pour promouvoir l'activité physique et sportive auprès de tous les publics, des publics de jeunes, des publics de personnes en situation de handicap, des publics parfois qui sont dans des parcours de soins, de rémission avec les maisons de sport santé, qui sont parfois des publics éloignés de la pratique, à qui on a envie de faire découvrir le plaisir d'un sport ou voilà, d'une capacité à connecter avec d'autres autour de l'activité physique et sportive. Et donc, on va continuer de faire émerger ces projets dans les territoires, en s'appuyant d'ailleurs notamment sur les CRDS, mais aussi sur les plans d'animation territoriaux que les DRAGES portent dans les territoires en lien avec les préfets de région et les acteurs locaux et qui bénéficient de financements de plusieurs millions d'euros, 4 millions d'euros, pour soutenir ces projets dans les territoires. Donc, avec la grande cause, on va vraiment pouvoir mobiliser avec des fonds additionnels toutes ces parties prenantes. On va continuer d'inscrire les politiques publiques du sport et les politiques sportives au cœur du pacte républicain et de l'interministérialité. Et une chose que je veux réussir aussi, qui est peut-être double, c'est d'abord, dans notre route vers les Jeux et au lendemain des Jeux, garder un rythme d'événementiel, festif, sociabilisant, qui nous permette de connecter avec toutes les parties prenantes sociales, sociétales, qui peuvent nous aider à porter le sport aujourd'hui. Et le dernier élément, c'est faire du sport avec les Français. C'est cette idée que la grande cause, c'est pas seulement se battre pour que le sport soit inscrit dans les politiques publiques, c'est pas seulement créer des happenings chouettes et engageants à travers les territoires, c'est pas seulement soutenir une dynamique de projet localement, et c'est aussi chausser nos crampons, chausser nos chaussures, nos baskets, c'est prendre notre raquette de tennis, notre raquette de ping-pong, notre ballon de rugby, notre ballon de foot et aller faire du sport avec les Français pour que ce soit contagieux, pour que vraiment on soit dans le vivre ensemble le sport tout au long de cette année 2024 pour lutter contre la sédentarité, pour aider notre jeunesse à lutter contre l'addiction aux écrans et vraiment éprouver, pas seulement parler du sport, mais éprouver la joie de le vivre tous ensemble. Merci beaucoup, Madame la Ministre, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Soyez rassurés, sur le plateau, on est tous en basket. Ou presque. En tout cas, moi, je le suis, prête à faire du sport, évidemment, et à en parler beaucoup autour de nous. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui pour ce bilan, 3 ans après ce décret qui a permis de faire naître ces conférences régionales du sport et ces conférences des financeurs avec une mise en place qui est quasiment terminée maintenant. Et peut-être juste une petite précision sur le fait que, et c'est un beau symbole vis-à-vis des territoires et des élus locaux, le contenu, la programmation un peu précise, un peu fine de la grande cause, je serai en mesure de la partager, de la présenter pour la première fois au Salon des maires, le 21 novembre prochain. On a du coup la perspective de se retrouver tous ensemble là-bas et que je puisse décliner un peu toutes les animations qui vont égrener l'année 2024 pour continuer à nourrir la feuille de route qui nous emmène jusqu'au jeu
et puis continuer à garder ce momentum positif en faveur du sport au lendemain des Jeux, qu'il n'y ait pas cet écran noir le 8 septembre 2024 où après la grande fête, il ne se passerait plus rien. Bien au contraire, on va continuer à entretenir cette dynamique et à la porter tous ensemble aussi au cours des exercices 2025 et 2026. C'est tout le sens de ces plans triennaux et de la mobilisation des autorisations d'engagement pluriannuelles sur le plan budgétaire que je suis allée chercher ces dernières semaines. Merci beaucoup. Et la date est notée, 21 novembre 2023. Les annonces plus précises pour les contours de cette grande cause nationale au Salon des maires. Évidemment, vous aurez toutes les informations, vous, tous les membres des conférences régionales du sport, conférences des financeurs sur ce grand moment de l'année 2024. Et vous l'avez entendu, ça ne va pas s'arrêter lorsque la flamme des Jeux paralympiques sera éteinte. Et ça nous réjouit plutôt. Pas mal de choses ont été dites, quelques annonces avec pas mal de chiffres. Peut-être une réaction de l'un de vous aux propos de Madame la Ministre, Virgile ? Moi, je veux bien me lancer parce que je suis ravi évidemment de ces annonces, à la fois sur le plan professionnel, pour toutes les entreprises que je représente, et puis en tant que citoyen, moi je suis ravi de ces annonces qui nous rassurent sur la volonté politique du gouvernement d'entretenir cette flamme, si j'ose dire, et puis je suis ravi de l'enthousiasme contagieux de notre ministre, car effectivement ça nous laisse espérer qu'il n'y ait pas d'écran noir. J'aime bien cette image. Il faut absolument que pendant cette année 2024, et notamment grâce à la grande cause, on arrive à créer une vague suffisamment forte pour qu'elle nous accompagne encore pendant de nombreuses années et qu'on place le sport un peu plus au cœur de la société. Donc tous ces éléments, et notamment le plan équipement, parce que pour pratiquer, faut des lieux de pratique. Donc c'est un point de départ indispensable. J'aime bien l'image aussi de la mère des batailles, d'installer le sport aussi dans les cours d'école. Donc tout ça est extrêmement positif. Voilà. Ça permet de rebondir sur l'une des questions qui nous a été posée sur le chat. Question pour Frédéric. On parle du financement des équipements. On nous parle d'un financement au sein des universités. Est-ce que ce serait possible de financer via ces équipements des équipements dans les universités? On a parlé des écoles, on a parlé des lycées. Est-ce qu'on peut aller plus loin? Alors ça fait partie des pistes effectivement de réflexion pour ce nouveau plan sur 2024, 2025, 2026, avec bien sûr cette cohérence autour du développement du sport scolaire en lien avec les établissements scolaires et donc des différents niveaux et degrés. Donc on est en train effectivement, suite aux annonces qui ont été portées ces dernières semaines, de définir les modalités de déploiement de ce programme, en prenant aussi l'expérience des 2 années passées, avec ce premier plan 5000 où on a fait évoluer un certain nombre de choses entre l'année 2022 et l'année 2023. Et donc voilà, on va finaliser cette note de service qu'on diffusera largement comme chaque année pour 2024. Et il y aura très probablement des nouveautés, quelques critères qui seront potentiellement assouplis, d'autres qui seront rajoutés. L'idée, c'est de garder la logique efficace qu'on a essayé de porter ces dernières années, avec effectivement une administration simple des dossiers, un traitement au fil de l'eau. Je crois qu'il a apporté beaucoup de souplesse, d'agilité dans le système, plutôt que des séquences posées 1 ou 2 fois par an décisionnaires pour accompagner les projets. Là, on traite les dossiers de manière quasi mensuelle ou trimestrielle. Ça permet d'aller beaucoup plus vite. Donc voilà, on y travaille. On est en train de regarder un petit peu les contours des porteurs juridiques de ces dossiers-là pour voir comment développer soit dans les universités ou à côté, à toute proximité des universités, pour les étudiantes, pour les étudiants notamment, aussi en lien avec les Crous. Il y a toutes ces questions qui sont ouvertes et sur lesquelles on va apporter des réponses dans les toutes prochaines semaines. Ouais, avec ce plan, la suite de ce plan, 300 millions d'euros sur 3 ans, en 2024, 2025 et 2026, avec notamment une attention particulière sur les cours d'école active. Marie-Amélie Le Fur, la question qu'on se pose, elle concerne l'accessibilité pour les sportifs en situation de handicap, qu'ils soient tout petits ou grands. Avec ces plans, on avance aussi là-dessus? Oui, on avance effectivement, et c'est tout le travail qu'on mène avec l'agence, à un point de vue national, mais aussi au point de vue territorial. C'est comment finalement dans les projets de droit commun de l'agence, la thématique du handicap, elle est traitée, elle peut être un critère de priorisation, de choix, d'accompagnement. Et concernant le nouveau plan, et ce ne sera pas une surprise,
pour Frédéric. Nous, il y a aussi la volonté que les établissements et services médico-sociaux puissent être éligibles, puisque ce sont des zones de scolarisation des jeunes en situation de handicap. Mais on a aussi besoin, sur la question de l'accessibilité, d'avoir une enveloppe spécifique et rappeler les annonces qui ont été faites par la ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques, qui est d'augmenter d'1 million d'euros cette enveloppe déjà existante, donc de la porter de 2 à 3 millions d'euros pour accompagner les différents porteurs de projets, que ce soit les collectivités, les acteurs sportifs, à la mise en accessibilité du bâti, à l'achat de matériel pour la pratique sportive des personnes en situation de handicap. Et l'accessibilité, ça passe aussi par la question de la mobilité. Donc tout ça, c'est des questions qui sont traitées par cette enveloppe accessibilité. Et voilà, on a eu une augmentation des moyens, tout simplement parce que aussi les demandes qui ont été générées, elles sont beaucoup plus importantes, parce qu'il y a vraiment une volonté sur les territoires d'agir, et on a besoin d'y adosser les moyens pour que les actions elles soient pertinentes. Et peut-être juste revenir sur un propos de Madame la ministre, je pense qu'elle a souligné quelque chose d'important et qui est aussi un fonctionnement avec humilité qu'on doit avoir, c'est que les conférences régionales du sport, elles ont appris à se connaître, elles ont appris à travailler ensemble. Et là, moi, ce que je vois, c'est qu'elles donnent vraiment une caisse de résonance nouvelle à des projets qui sont déjà existants. Mais le fait d'avoir cette caisse de résonance auprès de nouveaux acteurs apporte de la pertinence sur les territoires, nous permet de bien travailler ensemble. Et pour moi, la prochaine étape, c'est vraiment de mettre à profit cette intelligence collective pour vraiment apporter de l'innovation. Je pense que le Collège économique nous a déjà apporté cette innovation et on le voit dans les projets emblématiques. Maintenant, il faut que ça soit aussi dans les projets emblématiques qui soient portés par le mouvement sportif et mouvement parasportif également, voilà, de se nourrir de cette intelligence pour vraiment renouveler le sport dans ce qu'est le besoin et en créer un changement culturel. Parce que ça, c'est ça l'enjeu, c'est d'en créer un changement culturel de la relation entre les Français et le sport et que faire du sport au quotidien soit une évidence. Et moi, je remercie vraiment la région Pays de la Loire, voilà, d'avoir généraliser cette question des 30 minutes d'APQ chez les lycéens, parce que c'est le message que, bah oui, 30 minutes d'activité physique quotidienne, c'est une nécessité, c'est un besoin, tout comme dormir, tout comme manger. Et plus on va, dès le plus jeune âge et tout au long de la vie, rappeler ce message-là, et plus voilà, les changements d'habitude vont changer. Ça prendra du temps, mais ça va venir, et évidemment. Petite réaction, Isabelle Leroy, au propos de la ministre et peut-être à ce que vous aimeriez voir s'améliorer encore au sein des conférences régionales du sport. Oui, bien sûr. Alors, moi, il y a 2 mots qui m'ont plu, en tout cas dans le discours de Madame la ministre, et je voudrais saluer son engagement, en tout cas, à porter haut et fort le sport. C'est la décentralisation. Je pense qu'il est important de vraiment s'appuyer sur l'expertise et la capacité à agir et l'agilité des territoires. Et je pense qu'il faut faire confiance, j'ai entendu le mot confiance, mais en tout cas la question de la décentralisation. Et puis la deuxième qui me rassure, c'est la pluriannualité des financements. Parce que quand on lance un projet, il faut s'assurer de la pérennisation de ce projet. Et ça me paraît extrêmement important d'avoir cette pluriannualité. Après, évidemment, une remarque, et je l'ai déjà évoquée, c'est la question des moyens, en tout cas déconcentrés de l'État à travers l'Agence nationale du sport en territoire. C'est vrai que je pense que c'est important d'avoir une démarche égalitaire, mais je pense que c'est important d'avoir une démarche aussi équitable. C'est vrai qu'il faut aussi peut-être s'appuyer sur les dynamiques sportives des territoires. Peut-être que les moyens à allouer ne sont pas les mêmes quand on a 10 000 clubs, 1 million de pratiquants et que de fait, peut-être qu'il devrait y avoir en tout cas des critères plus objectifs qui tiennent compte de cette dynamique. Le nombre de licenciés, peut-être le nombre de QPV ou de zones de revitalisation rurale. Enfin voilà, je pense qu'effectivement, cette question de l'adaptation des moyens aux réalités des territoires. Frédéric, petite réaction à cette demande de Madame la Présidente? Peut-être déjà sur l'intervention de Madame la Ministre, simplement pour souligner la dynamique qu'on attend autour des conférences, parce que finalement ça porte des enjeux qui sont plus larges, c'est celle de l'engagement dans les politiques sportives, de l'engagement de toutes les parties prenantes, ça veut dire dans les budgets des collectivités locales, pour le budget de l'État, et ça a été rappelé par Madame la Ministre, sur l'engagement aussi des partenaires économiques, des sponsors, des mécènes, mais aussi du mouvement sportif, à continuer à porter tout ce qui est animé au quotidien, à travers des bénévoles, à travers aussi des salariés. Tout cet engagement de fond qui anime nos territoires au quotidien, nos salles de sport, les gens qui pratiquent de manière libre et autonome, c'est quelque chose qu'il faut qu'on entretienne et qu'on fasse encore
plus vivre tout au long de l'année 2024 parce qu'on a le vent en poupe. Je crois que Madame la Ministre parle de vent porteur. C'est vraiment le sujet. Ça veut dire que c'est le moment où il faut qu'on transforme l'essai, qu'on aille encore plus loin en se disant bah, j'avais 100, peut-être qu'il faut aller chercher 120, 130, 140 parce qu'on sait à quel point le sport est à la croisée de plein de politiques publiques, de thématiques sociétales majeures et pour lequel le sport apporte des réponses, apporte déjà des réponses, mais il faut le faire encore mieux savoir. Donc ça, c'est quand même un des enjeux et je retiens ça et les conférences peuvent aider à porter cette motricité-là autour du sport et de tout ce qu'il apporte. Ensuite, bien sûr, sur les financements, alors je confirme déjà les propos de Madame la Présidente du Comité paralympique seront bien inscrits au budget 2024 de l'Agence, cet engagement politique de la ministre d'augmenter l'enveloppe sur l'accessibilité des équipements sportifs à 3 millions d'euros. Et concernant les financements territoriaux, eh bien, alors on a depuis 4 ans, c'était notre engagement initial, progressivement déconcentrer de plus en plus de moyens. On parlait de quelques millions d'euros il y a encore 4 ans. Aujourd'hui, on parle de plus de 100 millions d'euros. Donc il y a eu ce mouvement, mais on voulait accompagner cette déconcentration de moyens aussi d'une organisation territoriale. Aujourd'hui, elle existe et les conférences des financeurs existent. Donc c'est cohérent de dire, bon, bah, maintenant que les conférences des financeurs existent, on vous donne des moyens. Ensuite, sur la répartition des moyens, alors il y a des avis qui divergent d'un territoire à un autre. Et nous, on est forcément au niveau national dans la synthèse des choses. Et la difficulté, quand on démultiplie les critères, c'est qu'on crée de la complexité. Et on nous renvoie aussi en permanence le sujet de la simplification et de critères qui sont indiscutables. Et donc, c'est pour ça qu'on peut challenger de plein de manières les sujets. Et nous, on est tout à fait ouverts à y travailler. Il n'y a aucun problème de ce point de vue-là. Mais quand on gère, en tout cas, à notre place, à la mienne, près de 500 millions d'euros de budget, on doit avoir des approches qui soient effectivement lisibles, qu'on puisse expliquer simplement, sans quoi, eh bien, très vite, quand c'est long à expliquer, eh bien, c'est beaucoup plus difficile à comprendre ou ça peut être beaucoup plus facilement challengeable. Donc, voilà, on fait attention à ces aspects-là, mais en tout cas, on continue à progresser, nous compris. Donc, on est bien sûr prêt à travailler sur tous ces éléments-là. Et peut-être un point complémentaire, je sais que pour les conférences, les membres des conférences, c'est un point d'alerte ou d'inquiétude à la question de l'emploi. Et de la professionnalisation du mouvement sportif. C'est une des priorités majeures de l'agence, c'est près de 50 millions d'euros par an. Et c'est plus de 5000 emplois qui sont cofinancés chaque année. Je peux profiter de cette tribune aussi pour vous dire que durant l'année 2023, il est vrai qu'on a financé moins d'emplois nouveaux que les années précédentes, tout simplement parce qu'en 2021 et 2022, on en avait financé beaucoup plus. Donc comme c'est des emplois pluriannuels, eh bien, ils étaient en cours. Ça veut dire qu'on en a créé moins. À la fin de l'année 2023, il y a beaucoup de ces emplois qui s'arrêtent. Mais les budgets restent présents, ce qui veut dire qu'on va pouvoir recréer beaucoup plus d'emplois sur les 5000 emplois qu'on cofinance chaque année à partir de 2024. Donc c'est un élément important. Je sais que c'est un élément d'attention pour le mouvement sportif, pour les territoires et qui s'invite très souvent dans les débats des conférences régionales ou des conférences des financeurs. Donc voilà, je tiens à rassurer tout le monde sur cet aspect-là. Ça reste dans nos priorités. On sait que si on veut développer, il faut des équipements, mais il faut des ressources humaines. Il faut préparer la rentrée 2024 et je veux passer ce message ici. C'est de notre responsabilité collective de préparer cette rentrée. Si on a 15, 20, 25% d'adhérentes, d'adhérents, de licenciés supplémentaires, eh bien, il va falloir trouver les solutions pour les accueillir. Et là, il va falloir de l'innovation. Là, il va falloir un peu pousser les murs des équipements, aller dehors, trouver des pratiques plus hybrides que porte beaucoup le monde économique. Et c'est maintenant qu'il faut qu'on y travaille, sans quoi on sera en retard en septembre prochain. Donc voilà, ça c'est aussi un des enjeux qu'il y a devant nous. Et peut-être que ça peut animer de manière un peu nouvelle les travaux, les thématiques des conférences pour l'année 2023-2024 qui vient de s'engager. Ouais, pour se projeter après cette grande échéance que sont les Jeux. Je vois que Noël Chenot est toujours connecté avec nous et je l'en remercie. Noël Chenot qui est présidente de la conférence des financeurs de Bretagne. Noël, petite réaction peut-être aux annonces et aux mots d'Amélie Oudéa-Castéra qui était avec nous il y a quelques minutes.
Alors, je suis ravie d'entendre qu'effectivement, ça ne va pas s'arrêter au JO, parce que c'est vrai que c'était une très grosse inquiétude. Je fais aussi partie du groupe sport de l'AMF et ça faisait partie des questionnements assez latents. Donc, on est ravis que ça continue, que dans les territoires, effectivement, on ait encore des financements possibles, c'est fort. Je voulais aussi réagir par rapport à ce qu'a dit monsieur le directeur de l'ANS. On est déjà saturé au niveau sportif dans nos communes. Là, je parle avec ma casquette de maire. Et c'est vrai que c'est déjà très compliqué d'accueillir tout le monde et qu'un bâtiment ou un équipement sportif, ça ne se construit pas en 5 minutes, ni en une année, hélas, parce qu'il faut monter les dossiers, il faut que l'urbanisme suive, il faut l'argent, les subventions. Et donc, effectivement, d'entendre que c'est encore sur 3 ans, c'est fort. Mais il faut nous laisser aussi le temps de pouvoir accueillir de façon digne aussi tout le monde et les personnes porteurs de handicap. Parce que nous aussi, on a cette ambition-là dans nos petites communes. Et c'est compliqué parfois de faire les choses bien. Et donc, il ne faut pas se rater. Donc, tout ça est très encourageant. Et on va se mettre tous autour de la table pour faire avancer tous nos projets. Mais oui, tout ne va pas se faire demain. C'est comme pour les cours d'école. Nos cours d'école ont été faits il y a des dizaines et des dizaines d'années. Aujourd'hui, il faut les retravailler par rapport aussi à la problématique de chaleur, de climat. Donc, on n'a pas des ingénieurs chacun dans nos communes qui sont capables de développer tous ces projets-là. Donc, tout prend un peu de temps. Donc, merci de faire ça sur plusieurs années. Vraiment, ça, c'est un point très, très fort. Merci beaucoup, Noël Chenot. Je vais vous arrêter là parce qu'on arrive quasiment au terme de notre émission, mais c'était important d'avoir votre ressenti sur les mots d'Amélie Oudéa-Castéra. Peut-être un mot avec le monde économique. Virgile Caillet, avec notamment parmi les questions et les remarques des inégalités d'implication des représentants du monde économique selon les régions au sein des conférences. Vous l'avez un petit peu évoqué tout à l'heure, avec des agendas qui parfois se bousculent un peu. C'est un point d'attention pour aller plus vite là dans les mois, les années qui viennent. Oui, effectivement, on est absolument convaincus et mobilisés sur toute cette nouvelle gouvernance, donc la nouvelle gouvernance au niveau de l'agence du sport, mais aussi cette déclinaison territoriale. En revanche, c'est un petit peu le modèle aussi des entreprises, c'est parler vrai, dire les choses, et c'est comme ça qu'on va progresser tous ensemble. Nous, on pense qu'il y a quand même des axes de progression qui sont importants. On l'a déjà exprimé auprès de l'agence. Mais cette notion d'agilité, de simplification, elle est déterminante. Les collectivités sont probablement rompues à des réunions à 30, 40, 50 personnes. Pour les dirigeants d'entreprise, je vous promets que c'est quelque chose de très nouveau. Ils ne sont pas habitués à ce genre de modèle. Donc il va falloir probablement trouver des modèles intermédiaires qui permettent de mieux impliquer les dirigeants d'entreprise, qui se sentent plus concernés par les sujets qui vont être évoqués, donc peut-être en mode projet. Exactement, plutôt avec du mode projet. Et puis, ça a été évoqué d'ailleurs dans la question, il y a un vrai déséquilibre entre les régions. Et d'ailleurs, ça amène à une question un peu paradoxale, parce que je me souviens très bien que les collectivités territoriales étaient très attachées au respect de cette forme d'indépendance et de spécificité territoriale. En revanche, ça interpelle, est-ce qu'il ne faudrait pas quand même, pour garder un minimum de compréhension et de cohérence, d'avoir quelques lignes directrices nationales qui puissent être déclinées sur chacune des régions, mais au moins avoir quelques éléments qui permettent d'avancer un mur complet et pas des choses très différentes d'une région à l'autre. Ça, c'est pour nous aussi un point d'attention. Donc, des axes peut-être nationaux sans renier cette spécificité des territoires. Et puis, il y a aussi un élément qui parfois perturbe nos dirigeants d'entreprise, c'est que finalement, ces conférences régionales n'ont pas de personnalité morale. Donc on parle d'une promesse d'une nouvelle gouvernance, d'une agilité, etc.
et piloté par les préfectures. Donc j'ai beaucoup de respect pour la préfectorale. En revanche, en termes de définition, c'est pas ce qui définit comme ça de façon absolue l'agilité. Voilà. Donc là, on a peut-être un petit sujet d'adaptabilité. J'essaye de le dire avec des mots, disons, Quai d'Orsay. Mais en revanche, pour pouvoir embarquer l'ensemble des dirigeants d'entreprise, il va falloir quand même avoir des modèles qui s'adaptent aussi à eux, hein. Il faut que ça aille dans les deux sens, de pouvoir ouvrir à d'autres dirigeants, c'est-à-dire quand un dirigeant n'est pas disponible, qu'il puisse déléguer à quelqu'un d'autre qui soit au courant des dossiers, parce que sinon, effectivement, on risque d'avoir des coupures. On parlait d'assiduité, voilà, c'est un petit peu les risques. Alors je suis désolé, on est un petit peu direct, mais c'est bien de se dire les choses pour pouvoir progresser. Et c'est l'analyse des axes de progression que l'on peut faire, nous, au niveau des acteurs économiques. Merci beaucoup Virgile, on arrive quasiment au terme de cette émission, il reste quelques instants pour conclure. Frédéric, vous avez eu les mots du début, vous aurez les mots de la fin avec notamment les axes, les chantiers prioritaires de l'Agence nationale du sport pour cette année 2024 à venir. Merci beaucoup Gaëlle, merci beaucoup aussi à l'ensemble des intervenantes et intervenants sur le plateau, en ligne, et puis aux personnes qui sont connectées, parce que c'est vraiment important de se réunir et de transmettre ces éléments de message, mais aussi de dialogue, parce que c'est comme ça qu'on progresse. Peut-être simplement revenir sur la question des conférences, de cette dynamique. Alors, il y a bien sûr la question de l'assiduité. Alors de manière générale, on a tracé, on a suivi l'ensemble des travaux de chaque conférence. On est en moyenne à entre 70 et 75% de participation des membres, ce qui est plutôt un bon signal, et après déjà plusieurs années. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur la première année où la dynamique... Voilà, on a déjà éprouvé plusieurs années de fonctionnement. Alors ça n'empêche qu'il faut quand même toujours entretenir la flamme pour que justement on ait cette plus-value, cet intérêt à venir autour de la table, à rencontrer ses collègues, parfois faire beaucoup de kilomètres. Alors heureusement, depuis la visio, c'est largement démocratisé, ça aide beaucoup. Je pense que ça a aussi aidé notamment le monde économique à participer de manière plus régulière. Donc ça, c'est des éléments importants, mais il faut qu'on soit collectivement vigilant à continuer à s'investir, parce que c'est comme ça qu'on créera aussi de l'innovation, c'est à se rencontrer, se connaître, et donc passer cette première étape de on se fait confiance, qui fait quoi, c'est quoi les compétences des uns et des autres, vers maintenant on construit ensemble. Donc là, on est vraiment dans cette étape. On a pour l'année prochaine, alors on a essayé l'année dernière déjà à travers des notes de cadrage qu'on a envoyées à l'ensemble des territoires, notes de cadrage qui sont des notes d'orientation. L'idée n'est pas d'être prescriptif ou d'être donneur de leçons, simplement d'essayer effectivement d'engager un guide, une orientation, parce que c'est aussi en cohérence avec les moyens nationaux qu'on va déployer. On va engager ça bien sûr pour l'année suivante, l'année prochaine. Madame la ministre a dressé un petit peu le cap. Bien sûr, il y a la grande cause nationale du sport. Ça, c'est très important pour que, collectivement, on continue à mettre le sport encore plus au cœur de notre projet de société. Donc ça, c'est un élément important. L'héritage en amont, pendant, après les Jeux, c'est aussi un élément très important. La progression sur la manière dont on construit notre politique publique aussi au niveau national. On a parlé de pluriannualité. C'est assez nouveau, hein, parce que l'annualité budgétaire, c'est quand même la construction du budget de l'État. Aujourd'hui, il y a ces réflexions pluriannuelles. Et j'ai aussi envie d'en profiter pour dire à toutes celles et ceux qui s'inquiètent de l'après 2024 que déjà, sur la question des équipements, on parle de 3 ans, on parle jusqu'en 2026. Sur la question du sport de haut niveau, de haute performance, on a peu parlé ce matin, mais néanmoins, on est en train de travailler déjà sur 2028. 2026 depuis bien longtemps sur les Jeux d'hiver, 2030 et 2032. Donc là aussi, on ne s'arrête pas. Au mois de septembre 2024. Donc ça, c'est autant d'éléments très importants. Et puis, bien sûr, continuer à porter les thématiques prioritaires là où il y a encore des inégalités sociales, territoriales, sportives. On sait qu'on a des progressions très fortes à engager. Bien sûr, la pratique sportive féminine. On a des nouvelles thématiques qui s'invitent et qui sont en train de se développer. La place du digital, comment on avance sur ces questions-là. On a aussi un sujet, je pense, qui nous responsabilise toutes et tous, c'est la question des territoires prioritaires. Alors bien sûr les territoires ruraux,
aussi les territoires urbains, les quartiers qui relèvent de la politique de la ville. On souhaite mener un plan d'action ambitieux sur le sujet, autour bien sûr du gouvernement et avec l'ensemble des opérateurs de l'État. On aura bien sûr besoin de s'entendre ensemble avec les collectivités et le mouvement sportif. Voilà, autant de sujets qu'il y a devant nous et bien sûr en continuant les actions de fond, le soutien aux clubs dans l'accompagnement du sport de proximité, l'emploi, la professionnalisation et les équipements qui sont quand même notre trio magique pour aller chercher plus de développement du sport dans notre pays. Eh bien, merci beaucoup pour cette projection sur 2024 qu'on a faite aussi aujourd'hui, en plus du bilan des 3 années des conférences régionales du sport et des conférences des financeurs. Un immense merci à l'ensemble des membres de ces conférences qui étaient connectés ce matin et à toutes celles et ceux qui travaillent au quotidien pour que ces conférences fonctionnent et que cette gouvernance territoriale soit maintenant une vérité et une réalité, quelque chose qui fonctionne. Merci à vous toutes et tous, Virgile, Isabelle, Marie-Amélie, Frédéric, merci à Noël Chenot qui était avec nous et on remercie évidemment Madame la Ministre d'avoir passé une petite demi-heure en notre compagnie. Une très bonne journée à tous et à très bientôt.